Voilà, nous y sommes. Bonjour, bienvenue à tous dans ce live 2 du MOOC dont vous êtes le héros. Nous sommes ravis de vous accueillir. Cette fois-ci, nous sommes en studio, donc il n'y a pas de participants étudiants comme la semaine passée. Et donc, nous allons vous proposer pendant une séance qui devrait durer à peu près 45 minutes, je pense, différentes rubriques que nous allons traiter successivement. La première, c'est celle qui va faire appel à que s'est-il passé la semaine passée, que nous avons appelé UMOOC Story. C'est-à-dire, on va revenir sur des informations générales, parfois plus spécifiques, de ce qui s'est déroulé la semaine qui vient de se terminer. Ensuite, nous aurons la parole des tuteurs, UMOOC Conseil. Donc, nous avons Francesco qui est en studio. Bonjour Francesco. Et qui va nous faire un petit état des lieux de ce que les tuteurs vivent et constatent. Ensuite, à vous la parole, à vous que la parole. Les participants ont été sollicités pour pouvoir aussi faire des retours sur ce qu'ils vivent dans le cadre de ce MOOC et de cette première semaine en particulier. Ensuite, la lecture de la semaine et une démo sur la réalité augmentée qui fera partie de notre dispositif. Ensuite, une première séance de questions-réponses sur base de ce que nous avons constaté dans les forums sur Facebook lors de la semaine antérieure. Et le corps, on va dire, de ce que nous allons traiter dans cette séance, c'est-à-dire les consignes pour la semaine, pour les semaines à venir, puisque à partir de cette nuit à minuit, les différentes capsules étaient ouvertes et sont disponibles pour que les activités puissent se mettre en œuvre dans le cadre de ce MOOC. Ensuite, deuxième séance de questions, cette fois-ci plutôt liée au live, c'est-à-dire que Karine prend note des questions qui arrivent et donc il nous fera un petit résumé et état des lieux de ce qu'elles sont et on essayera d'y répondre au mieux en direct. Et on terminera par la petite cita UMOOC qui donc nous permettra de clôturer ce deuxième live. Alors, la première rubrique, on va regarder dans le rétroviseur, essayer de voir ce qui s'est passé au cours de la première semaine. Et au cours de cette première semaine, c'est vrai que le menu était déjà copieux. On vous a demandé de compléter différents questionnaires. On a pu déjà observer, en tout cas, de manière assez étonnante, que le nombre de participants augmentait sur Fun, mais aussi sur Facebook. Donc, on est pour l'instant... on approche des 7200 participants au niveau de Fun et on est proche de 2000 au niveau de Facebook. Aucune obligation évidemment de participer à Facebook, c'est évidemment un canal d'information supplémentaire et les différentes informations sont aussi relayées sur Fun, comme par exemple Live. On poste la séquence sur YouTube et vous avez l'occasion sur Fun de revenir et de réécouter la séquence qui a été enregistrée. Alors, au niveau des questionnaires fermés qui ont été proposés, on a eu une participation quand même assez importante. Sur le premier questionnaire, on a eu plus de 2100 réponses qui ont été données. Alors, on ne va pas rentrer dans le détail des différents items, on va simplement faire quelques petits focus sur des réponses qui ont été données, et ça permet un peu de savoir finalement qui... et dans le MOOC et qui évolue dans l'environnement. Alors c'est vrai qu'on avait des questions qui portaient un peu sur votre profil. Alors au niveau du secteur professionnel, on observe évidemment assez logiquement qu'on a une majorité de personnes qui viennent du monde de l'éducation, qui évoluent dans le MOOC. Alors on a un public assez hétérogène à ce niveau-là, des enseignants du maternel, du primaire, du secondaire. On a aussi pas mal d'enseignants du supérieur qui veulent en savoir plus sur la pédagogie. Voilà. Alors on a des étudiants aussi qui sont engagés dans ce MOOC, environ 10%. On a des étudiants évidemment de l'Université de Mons, mais aussi de Strasbourg, du Sénégal. Là on a vraiment une situation assez équilibrée au niveau de la participation des étudiants, avec aussi le secteur qui est le plus représenté finalement en dehors de l'éducation, c'est le secteur de la santé et du social qui arrive avec une dizaine de pourcents. Voilà.
également des personnes qui sont sans emploi, qui se sont engagées dans l'aventure UMOOC. Voilà. Alors un chiffre étonnant aussi, on a pu observer qu'environ 60% des participants dans l'UMOOC, finalement, vivaient leur première expérience de formation en ligne. Et donc voilà, c'est un chiffre à mettre en évidence. Alors, c'est peut-être aussi le teaser et la manière dont on a pu mettre en avant les différentes options, les différents objectifs du MOOC, qui font que finalement vous êtes enclin à demander qu'il y ait du transfert, qu'on puisse réutiliser ce qu'on a découvert dans les différentes thématiques, dans sa pratique professionnelle. Donc on observe qu'il y a 75% d'avis positifs par rapport au fait de pouvoir réutiliser dans son contexte professionnel ce qui a été découvert en termes de contenu dans la formation. Donc ça, c'était le premier questionnaire qui a été proposé cette semaine. Alors il y avait un deuxième questionnaire qui finalement était plutôt orienté sur le contenu. On a aussi 2000 personnes qui ont pu compléter ce questionnaire. Alors c'est vrai qu'on a eu quelques réactions, des participants qui se demandaient, mais finalement c'est difficile de répondre à ces questions parce qu'on n'a pas encore découvert le contenu. Alors pourquoi on a pris cette option de proposer un test sur vos connaissances préalables? L'idée, c'est de pouvoir vous donner ensuite une progression en fait dans la maîtrise du contenu. Donc en prenant une information dès le départ, on sera en mesure, en croisant les informations avec le questionnaire de la dernière semaine, de pouvoir vous donner un gain, en fait, une valeur exprimée en pourcentage de votre progression dans la maîtrise du contenu. Voilà. Donc c'était un choix qui va permettre d'affiner un petit peu les résultats que vous obtenez dans la formation. Alors, notez que cette prise d'information, elle est structurée aussi d'une manière un peu particulière. On a fait le choix aussi de ne pas se cantonner à des questions de connaissances, mais on a structuré les différentes questions en s'appuyant sur différents modèles, différents niveaux taxonomiques. On s'est appuyé sur le modèle de Bloom. Alors, il y avait 3 types de questions. Je ne sais pas si vous avez pu vous rendre compte dans le questionnaire. Il y avait des questions de compréhension qui demandaient de reformuler en quelque sorte le contenu qui était proposé, des questions d'application où on vous demandait tout simplement d'appliquer, d'utiliser le principe dans une situation plutôt simple, et enfin des questions d'analyse qui vous demandaient d'analyser une étude de cas et de relier les informations pour trouver la solution. Et donc pour chaque thématique, il y avait évidemment une question de chaque niveau taxonomique. Voilà. Alors, quand on observe un petit peu les résultats, c'est vrai qu'on a une grande variabilité dans les réponses qui ont été données. Signe aussi que voilà, la formation sera utile et que vous pourrez évidemment affiner vos connaissances au cours ici des différentes semaines. Alors parallèlement à chaque réponse que vous avez donnée, on vous demandait aussi de formuler un degré de certitude par rapport à la réponse que vous pouviez formuler. Alors ça permet évidemment de dépasser un peu le caractère binaire de l'évaluation, c'est bon, c'est pas bon. Ici ça permet évidemment de pouvoir aussi prendre une information qui donne la possibilité de calculer un indice de confiance qui va correspondre tout simplement à la moyenne des degrés de certitude pour les réponses correctes, et aussi un indice de prudence qui va correspondre à la moyenne des degrés de certitude pour les réponses qui sont incorrectes. Évidemment, pour le degré de confiance, il devrait être le plus élevé possible, et pour le degré de prudence, évidemment, il devrait être le plus faible possible. C'est une information qu'on vous communiquera aussi et qui vous permettra un peu de vous positionner par rapport à votre progression dans le dispositif. Voilà. Alors, on a également, dans le cadre de cette prise d'information en première semaine, demandé aussi d'identifier une thématique pour
intégrer en quelque sorte les différentes notions découvertes dans le MOOC. Alors vous avez été nombreux à proposer des thématiques, 1250 réponses dans le tableur qui était proposé en ligne. Alors c'est vrai que on a été un peu amené à revoir la manière de structurer et de traiter l'information, mais on y est arrivé. Alors on va figer tout ça maintenant, hein, en affectant des numéros de manière définitive, et donc on pourra identifier les groupes cette semaine de manière claire dans les différents formats qu'on vous proposera. Alors, plus de 700 projets ont été définis dans ce document. Alors, si l'innovation est souvent la préoccupation principale, on observe aussi une grande variabilité dans les différentes propositions données, à la fois dans les contextes. On évolue dans différents niveaux d'enseignement, école maternelle, primaire, mais aussi formation des adultes. Et dans les objets aussi que vous avez ciblés, on est souvent dans des propositions où on intègre les technologies, où on essaye d'en savoir plus par rapport à l'approche par compétences. On s'intéresse aussi à l'inversion, hein, les classes inversées, inversion de la formation, l'apprentissage collaboratif. Ce sont des sujets en tout cas qui sont revenus de manière assez fréquente. Alors, pour relever ce défi, on peut aussi un peu regarder comment vous avez envie de réaliser l'infographie. Vous êtes majoritairement à 57% au total à vouloir travailler en autonomie, et donc 43% un travail collaboratif. Alors, aussi, ce qui est intéressant, c'est qu'on a eu pas mal de personnes qui ont souhaité relever le défi en essayant de travailler sur plusieurs projets en parallèle, et ça a été relevé aussi dans le format que nous avons proposé en ligne. Voilà, c'était un regard ici dans le rétroviseur pour cette semaine. Je vais donner maintenant la parole à Francesco qui, lui, va travailler davantage en ayant comme point de vue celui des tuteurs. Voilà. Bienvenue. Merci. Voilà Francesco, bienvenue. Donc tu es un des tuteurs qui encadre l'ensemble de cette formation. Et donc nous avons décidé qu'il y avait une rubrique spécifique que les tuteurs allaient alimenter chaque semaine. Et donc elle s'appelle UMOOC Conseil, c'est proposition des tuteurs. Et donc voilà, tu es le premier à te lancer et nous sommes très contents de t'accueillir ici et puis d'entendre ce que tu vas nous raconter. Voilà, C'est à toi. partagé, merci beaucoup. Donc bonjour à tous les participants, ceux auxquels j'ai déjà répondu, ceux à qui je n'ai pas encore parlé, à ceux qui seraient là du Canada, d'Asie ou d'Amérique, on pense à vous. Donc ici, je serai le porte-parole des tuteurs, comme vient de le dire monsieur Bruno Delièvre. Il y a peut-être des informations qui vont se répéter, ça peut arriver, mais c'est parce que, je vous le rappelle, c'est ici le point de vue des tuteurs et on est sensible parfois aux mêmes choses que les trois responsables qui m'entourent. Donc, pour notre part, on est tout à fait ravis. Premièrement, on est très motivés pour plusieurs choses. La première, c'est le nombre d'inscrits. Donc on en discutait avec M. Delièvre ce matin, plus de 7100 inscrits déjà. On ne s'attendait pas à un tel nombre, donc merci du cadeau, ça nous met la pression, mais on va s'en sortir, vous inquiétez pas, on est très motivés pour ça. Une autre raison également, c'est la variété des thèmes, des thématiques que vous avez choisies, qui nous en dit long sur vos préférences, vos affinités, etc. Donc on est très content d'avoir des collègues issus d'à peu près tous les milieux. Nous pensons que cela favorisera un enrichissement mutuel plus que si on n'avait qu'une seule gamme de personnes, par exemple. Donc il y a plusieurs thématiques qui ont retenu notre attention particulièrement. Enfin, on fait attention à toutes les thématiques, évidemment. On pourra toutes les exposer, vous vous en doutez, et nous le regrettons. Je vais reparler des thématiques un peu plus tard. Pour l'heure, je vais passer un petit peu à quelques liens.
On trouvait, donc l'ensemble des tuteurs, on trouvait très important de souligner que malgré le fait que les cours commencent seulement aujourd'hui, il y ait plusieurs des participants qui aient proposé des liens, etc. C'est une démarche proactive à laquelle on est très sensible, qu'on veut favoriser, et parce qu'on pense que les bénéfices seront pour tous les participants. Donc on a constitué un petit top 5. On aimerait bien parler de tous les liens, malheureusement il y en avait trop, on ne peut pas commencer à parler de tous les liens. On a quand même essayé d'être le plus large possible. Donc ainsi, dans ce petit top 5 qui est à caractère tout à fait informatif et officieux. À la 5e place, nous avons Lisiane Balthazar qui nous offre un article parlant de Sneak. Donc c'est un logiciel de vidéoconférence idéal pour l'apprentissage à distance. C'est un petit peu ce qu'on fait dans ce live, donc il était important d'en parler. À la 4e place, nous avons Marie Mingui-Bayeul qui nous propose le lien d'un site, Ambition Math. Bon, je pense que tout est dans le titre, mais ça veut dire aussi que le titre du site est très bien choisi. Et alors, ce site nous a séduit par sa simplicité, à être parcouru, à trouver les différents exercices qui sont très variés. Il y a de l'arithmétique, de la géométrie, il y a un peu d'informatique également. Donc voilà pour Ambition Math. À la 3e place, nous avons un lien de Madame Huguette Jean-François qui détaille une pléthore de logiciels pour le mind mapping. Donc, comme dans le cadre de SMOOC, vous allez être amené à travailler sur la conceptualisation, sur les cartes mentales, etc. C'est l'objet d'une capsule. Et normalement, vous le savez tous désormais, l'évaluation finale sera créer une carte conceptuelle. On pensait très important de vous communiquer ce lien qui présente plusieurs logiciels. Il y a des gratuits, des payants, certains que on connaissait déjà, d'autres que nous avons découverts. Donc merci beaucoup Huguette pour ce lien. Donc les liens, une petite parenthèse, des liens qui sont là sur les dias, vous pouvez cliquer dessus et y accéder directement dès à présent. Partage de ressources. Voilà, tout à fait, et continuer comme ça. Donc à la 2e place, un article de Lisiane Balthazar encore, mais cette fois-ci sur un dispositif technopédagogique que nous avons trouvé très utile. Ce sont les boîtiers anti-décrochage. Donc rapidement, qu'est-ce que c'est un boîtier anti-décrochage? Ça se passe dans le supérieur en France. C'est de plus en plus mis à disposition des étudiants, ça marche super bien. Donc les étudiants ont un boîtier avec A, B, C, D. Bon, le nombre de questions, c'est pas ça le plus important. En fait, le professeur projette son cours et il y a des QCM qui y sont intégrés. Et l'étudiant peut... oula. Petit problème en régie, ce n'est rien. On vous rassure, pas de blessés. Donc l'étudiant peut tout à fait répondre au QCM pendant le cours. Alors ça c'est pour le supérieur. Maintenant il faut savoir que c'est possible aussi. Je m'adresse aux institutrices primaires par exemple qui sont légion. On peut faire ça facilement avec Plickers qui est une application sur smartphone, sur tablette. Vos petits élèves en primaire peuvent lever une affiche qui a un code à scanner, vous scannez le code et vous pouvez avoir leur réponse qui s'affiche sur le moment. Et enfin, last but not least, vous avez une vidéo postée par Marie Richard qui nous présente un grand pédagogue, Marcel Lebrun de l'Université catholique de Louvain, qui nous fait part de ses opinions et de quelques anecdotes également personnelles sur la classe inversée. Je vous invite vraiment à aller voir cette vidéo. Dans le channel YouTube, sur le menu de votre gauche, vous avez d'autres vidéos de lui également. Si vous avez un petit moment, parfois, bien, vous pouvez aller voir les vidéos de ce monsieur
qui sont assez croustillantes, vous le verrez dès la première. Voilà. Donc, nous tenons à préciser que tous les liens étaient intéressants. On a dû faire un choix, malheureusement. On ne peut pas commencer à prendre des heures pour parler de tous les liens, alors qu'ils sont tous utiles en fait. Donc c'est vraiment pour des raisons pratiques que nous avons dû restreindre. Mais ce que je crois qu'il faut dire, excuse-moi Francesco, c'est vraiment l'idée que c'est important dans le MOOC qu'il y ait cette interaction et que ce que l'on met là en évidence, c'est justement pour favoriser une interaction, c'est-à-dire les apports que vous amenez mutuellement. Ils ne sont peut-être pas directement utiles dans le cadre des thématiques qui vont être abordées, mais en tout cas, c'est déjà des échanges et le MOOC a aussi cette vocation-là, c'est de vous permettre d'échanger. Et donc voilà, on a envie de le mettre en avant parce qu'on pense que c'est un des objectifs qu'on veut atteindre également. Merci. Voilà, un dernier élément sur cette partie, sur vos partages. Nous tenons également à saluer le travail d'un collègue de l'Académie de Lyon, Guillaume Laravoire, sur la classe inversée et la pédagogie que l'on pourrait appeler 3.0. Je vous parlais tantôt des thématiques, on va refaire un petit point là-dessus. Donc une multiplicité des thématiques, franchement on a été très surpris. Alors ça va de la formation continue, pardon. Ça va de la formation continue qui est très importante. Le vieux prof qui balance les mêmes cours depuis 20 ans, les frères et sœurs qui se refilent les mêmes tests, c'est fini tout ça. Donc il y a de la formation continue, on a des collègues du supérieur, on a beaucoup d'enseignements d'institutrices primaires et on a aussi plus que 2-3 thématiques qui sont très très originales. Donc par exemple on a les sciences médico-sociales proposées par Soisic, Stella, Marie-Lou et Lauriane qui ont retenu notre attention parce que on était très surpris, on ne s'attendait pas spécialement à avoir un sujet pareil. La pédagogie musicale par Manuela. Donc malheureusement je ne sais pas jouer moi-même d'un instrument de musique, j'ai jamais été doué pour ça, mais je suis volontiers mélomane. Et la pédagogie musicale, c'est vrai que j'avais pas du tout pensé, je ne pensais pas adapter ce qu'on va vous proposer à ça, mais maintenant c'est vrai qu'il y a des idées qui viennent, donc merci beaucoup Manuela. Il y avait un thème sur l'enseignement dans les prisons aussi, ça c'était dans les discussions fun, je ne l'ai pas retrouvé dans la constitution des groupes. C'est un thème apparemment qui est passé à la trappe. C'est dommage parce que les gens ne pensent pas à ça. Quand on leur parle enseignement, la majorité va penser enseignement traditionnel. Ensuite, on va quand même avoir une partie qui va se dire « Ah oui, mais l'enseignement, il est aussi différencié peut-être pour tous les enfants souffrant d'un handicap ». Ensuite, il y en a d'autres qui vont penser « Ah, mais l'enseignement, c'est aussi la formation des adultes, la promotion sociale, etc. » Mais il y a vraiment très peu qui pensent à l'enseignement dans les prisons. J'avais une collègue qui avait fait ça quelques années. Et ce qui en était ressorti, c'était que les gens, contrairement à ce qu'on pourrait penser, sont très charmants là-bas. Donc malheureusement, c'est un thème qui a disparu, qui est passé à la trappe. Mais c'est votre choix, il n'y a aucun souci avec ça, mais je tenais quand même à le souligner. D'autres thèmes aussi que nous avons relevés qui nous touchent personnellement. Donc pas mal de thématiques sur le primaire évidemment. Donc ça va faire l'affaire de Anaïs et de Célia parmi nos tuteurs qui sont elles-mêmes institutrices primaires. Donc c'est proposé entre autres, il y en a beaucoup, je ne peux pas tous vous citer, j'aimerais bien. Donc il y a Aurélie, Tania, Karen, Samantha, Cécilia, Camille, Emma, Roumaïssa, Isabelle, Mimoun, etc. Nous avons aussi des thématiques sur les mathématiques, donc pas mal de tuteurs profs de maths dans notre équipe. Heureusement, ils n'ont pas encore la majorité, mais ils sont quand même nombreux. Donc c'est David, Samuel, Kylian et Kevin. Et dans les professeurs de maths participants, nous avons Jérémy, Abderrahim, on en attend bien d'autres. Et je vais faire court, je vais quand même citer l'histoire géo. Nous avons Damien, Lise-Marie, Delphine, Jean-Philippe, Béatrice et Julien. Ça c'est mon petit plaisir personnel parce que je suis moi-même professeur d'histoire géo à la base, avec Karim
qui est ici présent, que vous verrez tantôt. Donc ça nous fait plaisir, on fera très attention à vous. Voilà, donc encore une fois, il y a tellement de groupes, on aimerait bien parler d'un groupe tous les jours, ce serait l'idéal, mais vu le nombre de participants, ça nous prendrait 2 ans en fait, maintenant. Donc on ne pourra pas le faire. Mais nous sommes attentifs à tout le monde, je tenais à le répéter, et c'est avec grand plaisir que nous allons vous suivre durant toute cette semaine, tout au long de cette formation, à toute heure, parfois même la nuit. Il y a plusieurs couche-tard dont je fais partie chez les tuteurs. Et donc encore une fois, un bonjour à vous, un bon travail, et également aux participants qui sont dans ce qu'on pourrait appeler vu d'ici le bout du monde. Merci beaucoup. Je vais repasser maintenant la parole à Monsieur Delièvre pour la rubrique suivante. À vous la parole. Merci beaucoup en tout cas Francesco, c'était très intéressant et voilà, on espère que chaque semaine on aura autant d'interactions riches. Alors, notre troisième rubrique, elle donne aussi la parole. Nous avons donné la parole aux tuteurs, et merci beaucoup à eux de cet investissement, mais aussi de cette intervention, parce que ce n'était pas évident, et pour une première, on peut dire que c'est une belle première, merci. Et donc, à vous que la parole, c'est la parole donnée aux participants, c'est-à-dire à vous. Alors, nous avons proposé, il y a peu évidemment, parce que la session vient de commencer depuis une semaine, et donc on vous a proposé un petit formulaire en ligne, dans lequel on vous proposait de préparer des interventions ou de susciter des interventions un petit peu à l'image de celle que Francesco a mise en avant, c'est-à-dire nous aimerions avoir des avis de la manière dont vous vivez les choses. Alors hier, à 21h30, nous avions 33 réponses, donc pas tellement, et dans ces 33 réponses, il y en a un certain nombre, une vingtaine, qui étaient prêtes à contribuer au live. L'idée de la contribution au live, c'est d'une part de le faire par écrit, et donc on peut relater ce que vous nous mettriez en évidence, mais on a aussi envisagé que vous puissiez éventuellement par Skype ou par téléphone intervenir en direct. Et bon, là personne s'est proposé, mais c'est le début, donc on verra bien comment ça se déroule pour les prochaines séances. Je voudrais mettre en évidence 4 petites interventions qui me paraissent intéressantes. Donc il y a d'abord Bouchra, qui nous adresse des félicitations, merci Bouchra, et surtout voulait un peu voir comment la conception s'est réalisée. Alors, Bouchra, vous dire comment la conception s'est réalisée, je vous assure que là, il nous faudrait un live qui durerait une bonne journée, parce que ce que je dois mettre en évidence, c'est que c'est vraiment une équipe humaine qui, derrière, a mis les choses en place pendant longtemps, et c'est un processus qui vaut la peine d'en faire une session en soi. Mais vraiment, on a envie de discuter de ça aussi, mais ici, le temps nous serait compté. Mais merci beaucoup de votre mise en évidence de ce travail, de votre information qui nous permet de mettre en évidence ce travail. Alors, à titre d'information, Bouchra cherche des informations sur les cartes conceptuelles. Donc déjà, il y a ce que Francesco a évoqué concernant ce que Madame Huguette Jean-François a mis en ligne. Donc voilà, je pense que échanger entre vous sur les thématiques qui vous intéressent, c'est un des objectifs de ce MOOC aussi. Deuxième personne, Michel. Michel nous demande comment nous aborderons l'innovation dans la formation professionnelle continue. Alors nous, en fait, ce que nous proposons, c'est des principes pédagogiques généraux qui peuvent s'appliquer à toutes les thématiques, à tous les niveaux. Et justement, l'idée des différents groupes et des contextes dans lesquels vous allez les mettre en œuvre, c'est le fait que vous allez vous exercer, on va dire, votre manière d'interpréter ce que nous disons. Mais l'idée, c'est que ces principes puissent être disponibles pour un maximum de personnes dans un maximum de contextes. Et il dit s'intéresser à une évaluation en termes professionnels qui s'appelle la méthode Kirkpatrick. Je ne connaissais vraiment pas du tout. Et c'était une méthode d'évaluation en fait, qui prend en compte la réaction des apprenants, la manière dont ils ont appris, le transfert, les résultats, mais aussi une question sur le retour sur investissement, c'est-à-dire en termes d'efficience en fait. Donc merci pour cette ressource que je ne connaissais pas, que j'étais... Ensuite, il y a Bertrand qui nous demande s'il va exister pour peut-être aérer un peu la circulation entre les différentes informations, une carte conceptuelle du dispositif. Alors, on n'y a pas pensé, et on y travaille, et donc on va vous proposer quelque chose bientôt qui permettra peut-être de... On va voir une espèce de petit tableau de bord de voilà quelle est la structure en fait de la formation.
Et puis on a Alejandra qui nous demande combien de personnes du MOOC ont déjà une expérience de l'innovation pédagogique dans leur formation. Alors, c'est un peu compliqué à dire comme ça, mais ce que Gaëtan évoquait tout à l'heure est pour moi assez significatif, c'est-à-dire le fait qu'on a quand même un nombre de personnes assez importantes qui, pour la première fois, participent à un MOOC. Donc, voilà, ça nous a interrogés parce que ça veut dire que, en tout cas, l'innovation pédagogique est une thématique qui intéresse et apparemment, vous êtes nombreux. Simplement, je crois que dans les échanges, ce sera aussi quelque chose qu'on devra évoquer pour que ça soit plus précis. Alors oui, j'oublie de tourner les diapos en même temps, mais voilà, je le fais là maintenant. Donc voilà les 4 interventions que je voulais mettre en évidence. Je vais m'arrêter là par rapport à ces interventions. Ce qui est important, c'est pour les semaines suivantes, vraiment n'hésitez pas. Vous avez vu comment Francesco est intervenu, vous avez vu quels sont les différents types d'interventions qui peuvent être mises en évidence. Donc allez-y, allez-y. S'il y en a beaucoup, forcément, on fait et on fera le tri. Si vous voulez intervenir en direct, laissez-nous vos coordonnées, on verra comment on peut faire. Mais c'est vraiment l'idée. Que vous ayez aussi, vous, en tant que participant, votre mot à dire dans ce live par rapport à la manière dont les choses se déroulent. Et donc, voilà, merci beaucoup en tout cas de votre investissement déjà passé, mais celui à venir aussi. Donc, on attend de vos nouvelles. Petit passage. Voilà. Point numéro 4, la lecture de la semaine. Lecture de la semaine. Alors je vais vous proposer un de mes chroniqueurs favoris sur tout ce qui touche à l'usage d'Internet et des technologies dans le monde d'aujourd'hui. Et c'est donc, pour le citer, Xavier Delaporte qui tient une émission quotidienne sur France Culture. Et de cette émission quotidienne est issu un bouquin que je peux vous présenter là. Et je voudrais vous lire donc, ce qu'il a écrit en 2013, en fait. Et donc, je me permets de vous relater cette petite lecture et réflexion. Donc, je le cite de A à Z. L'école inversée, ou comment la technologie produit sa disparition. Je vais vous raconter une expérience qui pousse la logique du MOOC, le cours en ligne, jusqu'au bout. Une expérience narrée récemment dans le New York Times par Tina Rosenberg, et qui est le point de départ d'un mouvement qui porte le joli nom d'école inversée, Flipped School, en 2013 donc. Tout commence il y a quelques années à Clintondale, au nord de Detroit, dans une région loin d'être privilégiée. Le proviseur d'un lycée poste sur YouTube des vidéos de tactiques de baseball pour l'équipe de ses fils. Il s'aperçoit que non seulement les jeunes joueurs regardent ces vidéos, mais ils les regardent plusieurs fois. Ils assimilent les stratégies, et cela laisse plus de temps à l'entraînement pour la mise en application et la pratique. À la rentrée suivante, ce proviseur demande à un de ses enseignants en sciences sociales de tenter une inversion avec la classe. Mettre des cours en ligne et consacrer les heures de classe aux questions des élèves et à la pratique. À la fin de l'année, cette classe obtient de meilleurs résultats que les autres. Le proviseur va donc voir l'entreprise qui développe le logiciel de capture d'écran pour ces vidéos de baseball et leur dit « Je veux faire une école ». La boîte autorise l'usage gratuit du logiciel. Et l'année suivante, le proviseur inverse tout un niveau, l'équivalent de la seconde, ce qui était le niveau le plus problématique dans son établissement. Les résultats sont spectaculaires. Les taux d'échec aux évaluations sont en gros divisés par 2 et dans toutes les matières. À l'automne 2011, le proviseur donc d'inverser tous les niveaux et toutes les classes. Les résultats de l'établissement, qui était un établissement en difficulté, s'améliorent aussi spectaculairement. Est donc né le mouvement dit de l'école inversée. Les enseignants enregistrent des cours en vidéo, les élèves regardent ces vidéos en dehors de la classe, sur leur smartphone, dans les transports, devant leur écran d'ordinateur, chez eux ou dans la salle informatique de leur lycée. Et depuis Clintondale, le mouvement commence à essaimer. Qu'est-ce que ça change au fonctionnement de l'école? En dehors de la classe, on remarque que les élèves sont plus enclins à regarder des vidéos qu'à faire des devoirs traditionnels et surtout qu'ils les regardent plusieurs fois. Elles sont courtes, entre 3 et 6 minutes, sans avoir peur de passer pour des imbéciles parce qu'ils n'ont pas compris du premier coup. Ça change surtout ce qui se passe à l'intérieur de la classe. La classe devient le lieu des questions et de la mise en pratique, un lieu d'activité en petits groupes,
dans un rapport direct entre l'enseignant et les élèves. Ce qui permet aux enseignants d'identifier beaucoup plus vite ceux qui n'ont pas compris et qui arrivent à se cacher dans un dispositif de classe traditionnel. D'où un constat. L'expérience de Clinton-Dale profite le plus aux élèves en difficulté. Pour les enseignants, évidemment, ça change beaucoup de choses. Là, explique à Tina Rosenberg qu'il a l'impression de s'être transformé en artiste de l'éducation. Il réfléchit à des contenus formellement innovants et à des activités nouvelles en classe. L'école inversée exige des enseignants plus de créativité et d'énergie. Évidemment, il y aurait dans le détail beaucoup à discuter dans cette école inversée, et j'imagine que ça doit faire bondir certains de nos auditeurs. Mais il y a quelque chose que je trouve très intéressant du point de vue de l'usage des technologies. D'un côté, on pousse jusqu'au bout la logique de ce que permet la technologie et de la place qu'elle a dans la vie des élèves. Mais ce renversement produit paradoxalement une disparition de la technologie, puisqu'elle sort de la classe, qui devient le lieu de discussion des questions. Utiliser la technologie pour humaniser la classe, dit le proviseur. C'est une ambition qu'on pourrait appliquer largement au-delà de l'école. La 5e rubrique, l'ADMOOC. Alors là, on va prendre des risques parce qu'on va vous parler, on ne va pas pouvoir vous montrer en fait. On postera des vidéos qui permettent de vous familiariser un peu plus avec la manière dont ça fonctionne, mais on va vous expliquer en quoi la réalité augmentée est utilisée et utilisable dans ce MOOC. Donc, je vous le rappelle brièvement, par module, il y a 3 types d'activités à réaliser. Il y a une activité qui est une activité de prise de connaissance de l'information, liées à des questions qui lui sont associées, des questions à champ multiple formatives. Et en fait, s'en suivent 2 types d'activités. Une activité qui est une activité d'intégration, donc on vous en reparlera tout de suite dans une rubrique suivante. Et puis, il y a cette possibilité d'accéder à des personnages de réalité augmentée. Donc, nous avons 12 héros qui sont répartis dans ces différentes capsules. 12 héros, 2 par capsule. Alors, comment utiliser cette réalité augmentée? C'est la première question que vous pouvez vous poser. Certains ont pu déjà voir la vidéo qui permet de se rendre compte de comment y accéder. En fait, il faut 2 choses. D'une part, il faut charger une application. Cette application, c'est Aurasma. C'est celle qui a permis de concevoir cette activité de réalité augmentée. Aurasma est disponible gratuitement sur iOS et sur Android. Donc oui, on est désolé pour ceux qui n'ont pas un dispositif iOS ou Android, mais voilà, c'est la seule possibilité que nous avions de travailler de cette manière. Et puis il y a une deuxième chose qu'il faut faire une fois que l'application est installée, c'est qu'il faut cliquer sur le lien qui est là, qui de nouveau est dans les transparents, ou bien scanner le code qui se trouve là, et vous accédez en fait à un flux, vous accédez à une chaîne. Cette chaîne, c'est celle du MOOC, celle qui porte mon nom, mais dans laquelle vous allez pouvoir retrouver la possibilité d'activer les diapos que nous avons déterminés comme étant sensibles à cette réalité augmentée. Un exemple. Voilà une diapositive d'un des modules sur laquelle il y aura de la réalité augmentée. Donc cette diapositive, là elle est branchée, elle est affichée sur un projecteur, elle peut être affichée sur votre écran. Vous prenez votre smartphone, vous prenez votre tablette sur laquelle il y a l'application. Cette application, Aurasma vous l'a lancée, vous vous êtes abonné à la chaîne, et vous allez scanner cette diapositive avec votre smartphone. En la scannant, évidemment, vous allez voir apparaître 2 choses. Une première chose, c'est une consigne. La consigne qui est là nous dit que si vous cliquez sur le personnage, vous allez devoir répondre à une question particulière. Et vous voyez apparaître, le deuxième point, un personnage qui est un personnage sensible. Ça veut dire que quand vous zoomez, eh bien, vous pouvez agrandir son affichage. Et quand vous pressez avec le doigt sur ce personnage, vous allez accéder à une information qui est une information d'une activité en fait, que vous allez avoir réalisée. En cliquant sur ce personnage-ci en particulier, vous accédez à un espace qui est un espace dans lequel on vous demande de répondre par 1 ou 2 mots à une question.
Dans ce cas-ci, la question, c'est quelle évaluation au service de l'apprentissage pratiquez-vous? Et vous avez une zone dans laquelle vous avez la possibilité d'introduire ce mot. Et puis, en soumettant ce mot, au fur et à mesure que les participants vont y accéder, on va voir un nuage de mots apparaître qui sera le reflet de l'opinion de tous les participants qui auront contribué. Donc cette réalité augmentée, en fait, dans ce cas-ci, permet à chacun, en répondant à une question, de montrer un peu quel est l'avis de l'ensemble des participants en répondant à cette question, mais sous une forme interactive, relativement simple, et qui va permettre d'accéder à cette interface qui nous permet de créer un nuage de mots sur une thématique. Nous commenterons ces nuages de mots au fur et à mesure des thématiques et des séances suivantes en fonction de la manière dont elles ont été alimentées. 6 héros donnent accès à ces nuages de mots, à ces questions ouvertes. 6 autres héros donnent accès à des ressources complémentaires sur la thématique. Par exemple, dans le premier module qui concerne tout ce qui touche à John Hattie et aux méga-analyses, on vous propose des ressources que nous avons identifiées sur les méga et sur les méta-analyses. Ces ressources sont évolutives. Ça veut dire qu'au fur et à mesure que nous les alimentons, elles vont évoluer, elles vont se remplacer mutuellement, enfin se compléter mutuellement, elles ne vont pas se remplacer. En fait. Voilà. Donc, la réalité augmentée, les personnages de réalité augmentée, ils sont là pour apporter un petit plus. Alors, c'est un petit plus, évidemment, ce n'est pas l'objectif premier, mais certains vont peut-être s'amuser à se dire, tiens, j'ai envie d'aller voir où sont les personnages d'abord, parce qu'il faut les identifier, il faut les trouver dans les différentes capsules, donc il faut aller scanner les différentes diapos. Puis quand elles sont identifiées, bien, à quoi mènent-elles? J'imagine que vous aurez des échanges par rapport à ça, j'imagine que certains vont peut-être se focaliser un peu sur cette recherche-là et en feront peut-être des petits groupes où ils en discuteront. Mais voilà, l'idée c'est ce côté un peu ludique, mais en même temps qui apporte quelque chose en termes de plus-value pédagogique, puisque c'est très ouvert. Le MOOC, jusqu'à présent, comme vous l'avez vu au travers des questions, il vous a proposé des choses plutôt fermées. Là, on essaye d'aller vers une forme d'ouverture, une forme d'expression de la vie des participants au travers de technologies qui sont innovantes. Alors, nous allons passer à la première séance de questions-réponses concernant le MOOC, après le petit jingle. Voilà, et la parole est à Karim pour nous poser les questions qui ont déjà été évoquées, et donc, ou Gaëtan, ou moi, on y répond selon ce que tu nous poses. Merci Karim d'avoir fait cette petite listing. Alors, on a une première question qui concerne en fait la formation d'entreprise. Alors, des usagers du MOOC voudraient savoir si le MOOC est destiné aussi à la formation en entreprise. En fait, on voit vraiment la pédagogie comme une compétence transversale. Et donc, on n'a pas forcément ciblé des contextes bien spécifiques, mais on pense que les différentes propositions que nous formulons dans les capsules, dans les exemples, sont facilement transférables. Et le choix aussi des différents principes qu'on a pu relever dans la méga-analyse de Hattie a été opéré dans la perspective que le transfert est possible dans plusieurs contextes. Donc je pense qu'on peut facilement envisager l'application par exemple d'un feedback dans des contextes variés. Donc je ne pense pas qu'on sera enfermé dans des contextes qui sont définis, mais la proposition elle est plutôt ouverte ici. Merci. Alors, une autre question concernant la date limite pour la constitution des groupes. Alors, pour la constitution des groupes, ce qu'on voulait, c'était que la première semaine y soit consacrée de façon assez intensive. Parce qu'après, étant donné qu'il va falloir prendre en compte tous les contenus qui sont à traiter, ça va être plus compliqué. Cette semaine, nous allons fixer les groupes, c'est-à-dire on va dire aux différents groupes, voilà, votre numéro définitif, c'est celui-là, pour autant que vous nous le confirmiez, bien sûr. S'il y a des aménagements à faire, on pourra toujours les faire. Mais ce qui était important, c'était que maintenant, les groupes puissent être constitués de façon la plus essentielle. Sinon, on avait passé son temps à constituer les groupes ici. Enfin, voilà, il faut que ce soit établi. Et on va essayer d'aménager les choses si c'est nécessaire, quoi. Mais a priori, voilà.
n'y a pas nécessairement une limite, on va dire, sauf à la fin, bien sûr. Mais l'idée, c'est vraiment que les groupes soient constitués maintenant, avec des aménagements possibles dans l'avenir. Merci. Alors, on a aussi beaucoup de questions qui concernent Office Mix. En fait, les participants voudraient savoir s'il faut acheter Office Mix, etc. Oui, ça c'est une question qu'on a eu beaucoup et à laquelle on va essayer de répondre très clairement. Dans ce MOOC, il n'y a rien à acheter. Donc si quelque part on vous demande d'acheter et d'installer un logiciel qui est payant, c'est qu'il y a quelque part une manœuvre qui n'est pas tout à fait celle que nous avions prévue. Dans ce cas-ci, Office Mix est simplement dans votre navigateur la possibilité de jouer les vidéos que nous avons construites avec Office Mix. Et donc, quand vous voyez apparaître une fenêtre vidéo, il vous suffit, entre guillemets, de cliquer dans la fenêtre, pas sur Galerie, sur quoi que ce soit, dans la fenêtre, où vous voyez apparaître d'ailleurs le petit lien vidéo avec la grosse flèche au milieu entouré d'un cercle là. Et donc, en cliquant dessus, vous devez télécharger la vidéo. Alors, parfois, là, ça prend un petit peu de temps de la télécharger selon le niveau de votre connexion. Mais, a priori, c'est la seule difficulté que vous pourriez rencontrer. Quand il y a un petit problème de téléchargement, on pousse sur pause et on repose sur play. Simplement. Mais Office Mix, il n'y a rien à acheter, rien à installer, tout est là. La seule chose que vous devez faire, c'est bien sûr vous connecter avec un compte. Et il vous propose un compte Facebook à utiliser, un compte Google, un compte Microsoft ou un compte que vous créez. Mais dans la plupart des cas, je pense qu'un de ces trois comptes-là, vous risquez d'en avoir un. Et donc, en fait, vous cliquez sur l'inscription et la vidéo va se dérouler. Voilà, je crois que j'ai répondu à la question. Mais j'espère que ça éclaircit les choses par rapport aux nombreuses questions qu'on a reçues par rapport à ça. Et enfin, une dernière question. On a une personne qui s'interroge sur l'existence du livre de Hattie en français. Alors là, pour l'instant, il n'y a rien. Voilà, il y a plusieurs... il n'y a pas un ouvrage de John Hattie, il y en a plusieurs. Donc chaque fois, il incrémente, il ajoute des informations. Donc il y a eu un ouvrage en 2009, un en 2011 et un plus récemment en 2015. Mais ces trois ouvrages sont en anglais pour l'instant. Voilà. Par contre, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a pas mal de sites qui font le relais de ce que John Hattie a évoqué et qui donc relayent en français, dans d'autres langues bien sûr, ces travaux. Mais à proprement parler, les traductions des livres de Hattie n'existent pas encore. Il y a beaucoup d'interactions et de réflexions autour de ce qu'il propose. Ça, oui, ça existe en fait. Bien, c'est tout, Karine Merquet. Merci beaucoup. Nous passons à la rubrique suivante. Alors, la rubrique 7, en fait, nous n'avons pas pu l'alimenter cette semaine. C'est une rubrique libre par rapport à laquelle nous n'avons pas eu réellement l'occasion. Donc, on va se pencher tout de suite sur la rubrique 8, qui est celle des consignes de la semaine à venir. Important, évidemment. Alors, première chose, depuis aujourd'hui, ce dimanche, minuit, l'ensemble des capsules, l'ensemble des éléments de formation vous sont proposés. Donc, vous pouvez accéder à toutes les capsules, elles sont toutes disponibles, toutes les activités le sont également. Ça, c'est parce que vous avez la possibilité, et on pensait qu'il fallait offrir cette possibilité, de voir, de visualiser, d'avancer au rythme qui vous intéresse, au rythme que vous souhaitez, et à un rythme qui vous convient. Par contre, vous l'avez vu dans ce que nous proposons quand même qu'une thématique par semaine soit plutôt présentée, et c'est ce que nous allons faire ici. Et donc notre thématique, on va dire privilégiée de la semaine, c'est celle qui nous demande de nous intéresser à ce que nous dit la méga-analyse de John Hattie. Donc par rapport à ça, je vais passer la parole à Gaëtan pour qu'il nous en dise un peu plus sur les objectifs de cette semaine 2 et de ce premier module de contenu. Alors, au cours de cette première semaine, nous allons essayer de nous intéresser à l'approche par les données probantes en éducation. Et c'est vrai que celui qui est le plus connu pour adopter cette démarche, c'est John Hattie. Lui, il s'est vraiment intéressé à cette question des données probantes et il a répondu à la question, finalement, quels sont les facteurs qui influencent le plus le rendement des élèves. Donc, il a fait un choix, il ne s'est pas cantonné
à recueillir ce que les élèves ou les enseignants pensent d'une démarche d'apprentissage. Il ne s'est pas intéressé non plus au processus d'apprentissage que les élèves pouvaient mettre en œuvre. Il s'est vraiment intéressé au produit de l'apprentissage et donc à la performance des élèves. Bon, voilà, c'est un choix qu'il a posé. Et dans le cadre de cette thématique, nous allons essayer de mettre en évidence l'utilité de son approche et d'expliquer aussi comment ça fonctionne. Sans rentrer dans des approches statistiques complexes, on va essayer de montrer de manière didactique qu'est-ce qu'on a derrière des indices comme la taille de l'effet, comment voilà, il peut justement rassembler différentes études et en faire une synthèse. Et enfin, on va aussi se focaliser sur les différents principes qu'il met en évidence. Alors évidemment, il y en a près de 200 des principes. On n'est pas en mesure dans ce MOOC de traiter l'ensemble de ces principes. On a fait une sélection dans le but justement de pouvoir transférer dans des contextes de formation variés. Et facilement. Donc c'est à la portée de tout un chacun de pouvoir réinvestir ces différents principes dans son contexte professionnel. Alors ce qui est important aussi, c'est que dans cette capsule, on va structurer un peu les 5 thématiques suivantes. Donc les 5 thématiques suivantes qui vont concerner la manière de communiquer de l'information, la manière de structurer l'activité, les conditions de l'apprentissage collaboratif pour que ça fonctionne de manière efficace, les stratégies d'évaluation qui sont au service de l'apprentissage et enfin la conceptualisation. Au terme de cette capsule, vous allez pouvoir découvrir les différents principes de John Hattie qu'on peut associer à ces différents verbes qu'on a pu mettre en évidence, informer, structurer, collaborer, évaluer et conceptualiser. Voilà le programme de cette semaine. Ok, merci beaucoup Gaëtan. Et donc concrètement, toujours 4 activités associées à un module, associé à une thématique particulière. Ces 4 activités, c'est la vision des capsules. Dans ce cas-ci, on a 2. Donc c'est l'ensemble du contenu est divisé en 2 sous-capsules. Dans ces capsules, des questions qui sont des questions formatives, on vous demande d'y répondre, vous y répondez avec tous les supports que vous souhaitez utiliser pour pouvoir y répondre. Ça n'est absolument pas certificatif, c'est vraiment du formatif, c'est vraiment pour que vous puissiez vous exercer à réfléchir à ce qui était le contenu de la capsule et la manière dont vous l'avez appréhendé. Ensuite, nous avons les 2 activités plus ouvertes. Une activité d'intégration, avec de l'interaction possible, que vous pouvez, si vous le souhaitez, réaliser avec le groupe dans lequel vous êtes inséré, et les activités de réalité augmentée que je vous ai évoquées tout à l'heure. Alors par rapport aux activités d'intégration, je vais brièvement vous décrire en quoi consiste celle de cette semaine. En fait, ces activités, nous souhaitons qu'il y ait une recherche et un apport de la part des participants pour qu'elles soient, on va dire, riches et contrairement aux questions que nous proposons, qu'elles ne soient pas des activités fermées, mais des activités ouvertes. Et donc, dans le cadre de cette problématique relative à aux méga-analyses de John Hattie, on vous demande d'aller voir, quelque part, sur Internet ou autre part, quelles sont des ressources qui parlent des méta- ou des méga-analyses, et que vous auriez simplement envie de mettre en avant parce que elles vous intéressent, soit parce qu'elles critiquent ce que John Hattie dit, soit parce qu'elles mettent en avant d'autres auteurs qui font le même type d'analyse, soit parce que le sujet est traité sous la forme d'une méta-analyse. Voilà. Allez voir sur Internet, cherchez qu'est-ce qu'on dit des méta-analyses, sur les méthodes, sur les techniques de méta-analyse. Enfin, il y a plein de possibilités, mais l'idée c'est que par groupe, vous allez chercher une information, vous partagez une information sur ce que vous avez trouvé concernant les méta-analyses. L'idée c'est que vous puissiez le déposer, pour ça on a prévu un lien Dropbox où vous pouvez simplement déposer. Vous pourrez consulter ce que les autres ont fait, et ce qu'on va vous demander, c'est d'aller voir au moins 2 propositions que les autres ont faites et de donner un avis. Donc, par groupe, on vous demande, 1, de déposer quelque chose qui traite de ces méga-analyses, 2, d'aller voir ce que d'autres ont déposé et de faire un commentaire sur ce que, au moins 2 commentaires sur ce que d'autres ont déposé. Donc, vous voyez, l'idée de l'interaction, elle est dans qu'est-ce qu'on va déposer nous en tant que groupe, et puis,
allons voir ce que au moins 2 autres groupes ont proposé et donnons un petit avis à ce sujet-là. Pour ça, il y a un formulaire en ligne qui est disponible, qui se présentera sous ce format-là. Donc, nous reviendrons peut-être sur la manière dont se déroulent ces opérations, mais l'idée, elle est vraiment celle-là, c'est que pour chaque thématique, on puisse offrir des activités, on va dire, plutôt fermées, visionner visionner les capsules et répondre aux questions à choix multiples, et des activités ouvertes, les activités d'intégration et les activités relatives à la réalité augmentée. Alors, je voudrais situer ces activités par rapport à l'évaluation finale. Donc, ceci n'entre pas en compte dans l'évaluation finale, du tout. L'évaluation finale, ça reste un questionnaire qui sera un questionnaire post, l'équivalent de celui que vous avez passé en pré, qui bien sûr va porter sur le contenu des modules que là vous avez, enfin, auxquels vous avez accès maintenant. L'autre idée, c'est évidemment dès maintenant de travailler sur votre infographie, c'est de travailler sur la synthèse que vous pourriez réaliser en partant de ce que Jonathan a dit peut-être, mais en allant peut-être déjà voir dans d'autres capsules, comment la thématique, le contexte que vous avez choisi, vous pouvez lui appliquer des principes, et donc la contrainte c'est ça, d'au moins 3 des capsules qui font partie des 6 que nous vous proposons. Donc, les activités qui sont là, elles sont là pour susciter de l'interaction entre vous, pour susciter de la réaction, pour vous proposer une manière, parce que chacun apprend d'une manière différente. Et donc, vous trouverez dans ces différentes activités une manière pour vous d'apprendre et d'intégrer, soit seul, soit en interagissant avec les autres, et peu importe le moyen. Ce qui compte, c'est qu'on vous en offre plusieurs, de façon à ce que vous trouviez le chemin, les chemins qui vous conviennent le mieux. Donc, à vous de vous organiser seul ou en groupe par rapport à ces activités. Mais l'idée, c'est bien sûr que vous ne perdiez pas de vue non plus cette affiche finale sous forme de carte conceptuelle, infographique, enfin, celle que vous trouverez. Mais c'est quand même ça, l'objectif, on va dire, à terme, c'est d'arriver à synthétiser un certain nombre de ces informations. Mais les interactions proposées ici devraient contribuer à ça. Voilà. Merci beaucoup. Alors, jingle, le fameux jingle que vous allez entendre pendant tout le long de cette session. Et nous passons à la deuxième séance de questions-réponses, là, plus basée sur la manière dont les internautes, les participants réagissent en direct à cette session. Et donc, c'est la grande surprise qui nous attend. C'est qu'est-ce que Karim nous a dégoté comme petite question. Alors, on n'en a pas énormément dans le sens qu'on a la chance d'avoir une équipe de tuteurs qui est très active et qui répond en direct aux questions. Mais on a quand même certaines questions, comme une question ici de Marie et de Sylvie qui voudraient savoir quelle manière de communiquer nous préconisons. Par mail, Facebook, message privé sur Facebook, forum. Mais je pense qu'il n'y en a pas, il y a celle qui vous convient. C'est-à-dire que pour communiquer entre vous, trouvez le moyen dans votre groupe entre vous de communiquer qui vous arrange. Nous, on vous propose un dispositif qui est un dispositif, on va dire, habituel dans le cadre des MOOC comme sur Fun, mais où les interactions sont essentiellement au travers de forums et donc pas très conviviales ni très rapides nécessairement. On a voulu proposer, à côté de ce que Fun a mis en évidence, a proposé comme outil, un outil plus connu, plus interactif, plus simple d'usage comme les Facebook, avec ses limites aussi. Si vous voulez utiliser pour que votre groupe puisse communiquer un autre moyen de communication, à vous de le faire. Après, si vous avez des questions, vous connaissez les canaux. C'est Fun, c'est Facebook, éventuellement le mail, mais franchement, il vaut mieux que nous puissions centraliser sur Fun ou sur Facebook de façon à pouvoir répondre aussi au plus grand nombre quand des questions d'un certain type se posent. Donc voilà, vous choisissez pour vous-même, mais pour communiquer avec nous et avec les tuteurs, Fun et Facebook sont les moyens privilégiés. En allant dans ce sens, on a aussi Pauline qui s'interroge sur la possibilité de pouvoir se réunir pour travailler ensemble. Elle demande si pour... Ok, oui, évidemment, bien sûr. Il y a toujours moyen aussi d'utiliser des outils synchrones qui permettent de prendre des décisions. Je pense par exemple à Skype, par exemple, si on doit travailler à un moment donné, de manière intense, sur la conception de l'infographie, il faut évidemment se doter des outils qui permettent d'atteindre les différents objectifs, bien évidemment. Oui, mais c'est aussi, via Skype éventuellement, mais c'est aussi se réunir. Moi je trouve que, bien sûr, il y a des gens qui savent avec qui ils travaillent et c'est en local, puis il y a des gens peut-être qui ne se connaissent pas et qui vont se découvrir comme étant relativement proches géographiquement. Tant mieux, tant mieux.
Enfin, c'est aussi ça un MOOC, c'est créer du réseau. Et donc, si vous pouvez vous retrouver quelque part, ben, faites-le, bien sûr. Ok. Concernant les auras, on a Carmelo qui veut savoir si le fait de rechercher une aura, on doit le faire de manière individuelle ou bien si une personne dans le groupe peut le faire. Peu importe. Franchement, peu importe. De nouveau, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, ce sont des outils pour que, quelque part, vous ayez accès à des ressources qui vous parlent le mieux. Alors, la manière dont vous souhaitez y accéder, à vous de voir, franchement, à vous de voir. Enfin, on apprend par ses propres démarches et décisions et stratégies qu'on met en place. Mettez en place vos stratégies. Nous, on ne peut pas exiger que vous fassiez de telle manière ou telle manière. De toute façon, vous ferez comme vous voudrez. Donc, ce n'est pas le but du tout. On veut pas être contraignant par rapport à ça. Donc, choisissez la meilleure méthode. Et enfin, on a encore une autre Marie cette fois qui demande si l'infographie peut être présentée sous forme de keynote, infographie finale. Ben, oui, mais simplement, à un moment donné... Enfin, d'abord, c'est une seule... Enfin, si c'est un keynote, c'est une seule diapo. Mais c'est une diapo qui ne peut pas être animée et qui doit être transformée en PDF à terme. Donc ça, c'est bien spécifié dans les consignes. C'est-à-dire que tous les documents déposés seront transformés en PDF. Alors que ça vienne de Keynote, ça vienne de PowerPoint, ça vienne d'un logiciel de carte conceptuelle, d'un logiciel d'infographie, peu importe. Ce qu'il faut à un moment donné, c'est que le dépôt se fasse sous un format PDF. Une petite info par rapport à ça aussi, ce sont des questions qu'on a reçues par ailleurs. Il y aura une carte conceptuelle que vous alimenterez qui permettra d'accéder aux infographies de tout le monde. Enfin, de ceux qui les déposeront en tout cas. Et donc, à partir du moment où vous avez un lien via Dropbox, via un système, peu importe lequel, que vous choisirez, qui permet de faire le lien vers votre infographie finale, eh bien, nous les rendrons accessibles de manière à ce que tout le monde puisse accéder aux infographies des autres. On n'a plus de questions. Je pense qu'on a rassuré beaucoup de personnes. Ok. Merci Karim. Ouais, merci Karim. C'était un travail de haute voltige de prendre les questions au vol et de pouvoir faire une synthèse comme celle-là. Et voilà, nous allons donc terminer. Alors, merci beaucoup au nombre de participants qui étaient là en direct. Merci aux intervenants. Donc, merci d'une part à l'équipe pédagogique qui est ici, à l'équipe d'encadreurs qui est représentée par Francesco qui a pu se libérer ce matin et qui s'est fait le relais de l'équipe de 15-16 personnes qui est là et qui travaille à essayer de répondre à toutes les questions qui peuvent se poser. Donc, voilà, on fait tout ce qu'on peut, du mieux qu'on peut. Merci à tous les gens qui nous soutiennent et nous supportent de l'extérieur, quel que soit le degré. Je pense que c'est important de savoir qu'il y a des gens qui nous aident, qui nous envoient des retours. Je pense que ce qui importe, c'est que les retours soient constructifs. Donc oui, bien sûr, donnez-nous des infos, apportez-nous posez-nous des questions, mais le but, il est d'améliorer le dispositif. Donc, allons-y dans ce sens-là. C'est comme ça qu'on construit ensemble la connaissance. Et donc, nous allons terminer par cette petite citation d'Albert Einstein, comme vous l'avez sur l'écran là derrière nous. Et cette citation, elle est la suivante. C'est le rôle essentiel du professeur d'éveiller la joie de travailler et de connaître. Ce qu'il a écrit dans « Comment je vois le monde ». Donc voilà, nous allons vous laisser avec cette petite réflexion à avoir. Chaque semaine, il y en aura une autre. Voilà, merci beaucoup de nous avoir été attentifs pendant 1 heure. Ça a duré 1 heure. C'était un beau challenge pour nous aussi. Et donc, voilà, n'hésitez pas à diffuser à partir du moment où cette capsule sera disponible aussi en fichier transférable. Voilà, merci beaucoup. Merci bonne beaucoup. journée Merci. et bonne semaine surtout. Bon travail. Merci de votre participation. À bientôt.